Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Si ce fort pouvait parler. À première vue, le fort de Tirumayam, dans le sud de l'Inde, ressemble à n'importe quelle autre structure de pierre ancienne. Mais attention, ne vous fiez pas à ces murs modestes. Ce fort du XVIIe siècle cache des secrets qui pourraient rivaliser avec n'importe quelle aventure d'Indiana Jones, y compris une porte invisible sculptée directement dans la roche dont personne ne connaissait l'existence. Construit sous le règne des Nayaks, une ancienne dynastie hindoue, il s'étend sur 16 hectares et comprend des temples, des grottes, une prison et même un étang. Le fort a survécu à des siècles et à des guerres, restant fier malgré le fait qu'il a été construit sans outils modernes ni ingénierie sophistiquée. Et c'est loin d'être la partie la plus excitante. La partie la plus excitante est la chambre mystérieuse à l'intérieur du fort qui a été découverte après un tremblement de terre sur le site. Il y a eu une énorme roche en forme d'œuf qui est sortie du sol et pendant des années, ce n'était qu'une pierre géante au hasard dans le fort jusqu'au jour où un tremblement de terre a tout secoué. C'est à ce moment-là qu'une porte de pierre cachée s'est fissurée et est tombée de la roche, révélant une chambre secrète à l'intérieur. Les locaux ont été tout bonnement stupéfaits. La porte avait été si parfaitement réalisée que personne ne s'était rendu compte qu'elle était là. Ils ont dû utiliser une échelle pour grimper et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et en parlant de ça, vous ne devinerez jamais ce qu'il y avait à l'intérieur. Ou peut-être que si. Bon, je vous la fais courte, il n'y avait rien, sauf un seul lingam, une pierre cylindrique sacrée posée sur un piédestal carré. Parfois aussi appelés Shiva Linga, ceux-ci sont généralement censés être des représentations abstraites de Shiva, un dieu hindou très important. Mais il n'a pas été construit et placé là. Au lieu de cela, il a été sculpté directement dans le substrat rocheux, ce qui en fait ce que certains appellent un lingam natif. Mais pourquoi quelqu'un se donnerait-il tout ce mal pour un seul objet? Cachait-il un artefact précieux ou une technologie ancienne? Eh bien, personne ne le sait avec certitude. La complexité de la chambre et de la porte cachée suggère qu'elle n'était pas censée être trouvée facilement. Les lingams sont très mystérieux. Généralement, ils symbolisent Shiva, mais il y a d'autres choses qu'ils pourraient représenter. Certains disent que ce lingam en particulier, caché, est un symbole de l'énergie masculine, tandis que d'autres soutiennent que c'est un symbole phallique, ce qui est un peu la même chose si vous y réfléchissez. Cependant, d'autres gravures trouvées au fort de Tirumayam racontent une histoire bien différente. Elle montre Shiva émergeant du lingam, ce qui lui a valu le titre de Lingo Bhava, ou bien celui qui est venu du lingam. Il s'avère donc que cela a probablement quelque chose à voir avec Shiva après tout. Et certains vont même jusqu'à interroger l'origine des mythes. Certains chercheurs suggèrent que les représentations de Shiva avec des outils ou dans des contextes extraordinaires pourraient être des interprétations anciennes de rencontres avec des êtres technologiquement avancés. Selon ces théories, le lingam pourrait symboliser une sorte de vaisseau ou un artefact venu du ciel, un peu comme les cultes du cargo ou des populations insulaires pendant la Seconde Guerre mondiale ont pris des soldats occidentaux et leurs avions pour des dieux, créant ensuite des répliques en bois pour les attirer à nouveau. Ils y voient une explication plausible aux gravures montrant Shiva avec des objets que l'on pourrait interpréter comme des outils de pointe ou des combinaisons spatiales. Ces théories posent une question. Ces représentations reflètent-elles des visites réelles ou étaient-elles simplement le style artistique de l'époque? L'emplacement du fort de Tirumayam ajoute à ce mystère. Les locaux le considèrent comme le lieu le plus sacré sur Terre, une idée qui, bien que spirituelle, se rapproche d'une curiosité scientifique. En effet, la région de l'océan Indien est connue pour une anomalie de gravité. Un phénomène effectivement étudié par les scientifiques. L'alignement de ces faits, l'un spirituel et l'autre géographique, peut laisser certains observateurs perplexes. Finalement, le mystère demeure. Pourquoi cette chambre secrète a-t-elle été scellée si hermétiquement? Était-ce pour protéger le lingam, cacher un trésor, ou bien pour dissimuler un secret bien plus grand? Les indices cachés dans ce fort ne cessent d'intriguer. Le château de Danur. Un homme a été brutalement rôti vivant entre les murs du château de Danur, en Écosse. Mais pensez-vous qu'il est véritablement hanté? D'abord, écoutez les faits, et puis donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ce château est perché sur les côtes accidentées de l'Ayrshire, surplombant le fleuve Clyde. Il n'est pas dans le meilleur état ces jours-ci, il tombe en ruine pour la plupart.
mais il attire toujours son lot de visiteurs. Et si ce n'est pour les vues époustouflantes, pour les histoires tordues que ce château a à raconter. Son nom, Danur, vient de l'expression celtique signifiant fort de l'arbre d'If. Oui, il y a vraiment des arbres qui s'appellent If. Et si la structure originale remonte à la fin du XIIIe siècle, la majeure partie de ce qui reste a été construit au XVe et XVIe siècle, donc un peu plus récemment. Mais qui l'a construit? Eh bien, selon une tradition, c'était les Danois. Cependant, certains affirment que le château a été offert au clan Mackinnon par le roi Alexandre III, après qu'il ait vaillamment combattu à la bataille de l'Arx. Mais qui l'a au départ bâti pour Alexandre III n'est pas vraiment clair. Mais de toute façon, en 1357, il devint le bastion du clan Kennedy, l'une des familles les plus puissantes du sud-ouest de l'Écosse. Et fait très intéressant, Marie, reine d'Écosse, a honoré les couloirs de cet endroit en août 1563 lors de sa 3e tournée dans le pays. Et en parlant de drame, parlons qui est arrivé à un pauvre commandant. Une histoire à la fois macabre et incroyable. En 1570, le comte de Cassilis eut un différend houleux avec le commandant de l'abbaye de Crossraguel au sujet de la propriété foncière. Et si vous voulez savoir comment le comte a résolu son différend, eh bien il a kidnappé l'homme, l'a dépouillé de ses armes et de son cheval, puis l'a gardé enfermé dans le château de Danur pendant 2 jours. Mais lorsque le commandant a toujours refusé de céder la terre en question, le comte l'a fait attacher dans la voûte noire du château et l'a rôti, littéralement, sur un brasier. Et pour empirer encore les choses, ils l'ont arrosé d'huile pendant le processus. Mais devinez quoi, le commandant aurait survécu. D'une manière ou d'une autre, cet homme a été rôti et arrosé d'huile et il aurait vécu pour raconter l'histoire. Bien qu'il ait été blessé de façon permanente pendant ces tortures, il aurait finalement cédé et a signé la cession de la terre. Mais peut-on vraiment le blâmer? Et en 1964, le château de Danur a été décrit comme étant entièrement en ruine. Certaines légendes racontent même qu'il aurait été explosé pendant la guerre civile. L'effondrement spectaculaire d'une partie des murs du château semble corroborer cela. Et il y a même des rumeurs de tunnels secrets connus sous le nom de Ley Tunnels reliant Danur au château de Greenan, à proximité. Mais apparemment, si ces tunnels existent, personne ne les a encore trouvés. Mais qui sait? Peut-être que ce sera l'un d'entre vous. La cité perdue. Pourquoi exactement seriez-vous prêt à faire près de 44 km de randonnée et à gravir 1200 marches? Ce devrait être quelque chose de vraiment bien, n'est-ce pas? Eh bien, que diriez-vous d'une ancienne cité perdue, cachée au plus profond des montagnes tropicales de Colombie? Ciudad Perdida, ou la cité perdue, a été découverte dans les années 70 et c'est l'une des découvertes archéologiques les plus passionnantes du XXe siècle. Ce qui est tout bonnement époustouflant avec cet endroit, c'est qu'il a été construit vers l'an 800 de notre ère, bien avant le Machu Picchu, et il abritait entre 2000 et 8000 personnes. Voyez-vous ça? Cette partie faisait partie de la civilisation Tairona qui régnait sur les montagnes de la Sierra Nevada dans le nord de la Colombie. Et cette cité est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, construite en hauteur dans les montagnes, à près de 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer, et il disposait de pans de pierre et des systèmes de drainage qui ont survécu pendant des siècles. Les architectes étaient très sérieux dans leur travail. Alors, qu'est-il arrivé à la cité? Eh bien, elle a été abandonnée au XVIe siècle, à peu près au moment où les chercheurs d'or espagnols sont arrivés, revendiquant la terre pour l'Espagne. Et même si elle a été appelée la cité perdue, elle ne l'a jamais vraiment été. Les peuples natifs de la région, connus aujourd'hui sous les noms de Wiwa, Kogi, Arhuaco et Cancuamo, ont toujours su où elle se trouvait. En fait, leurs ancêtres y avaient vécu, et même après leur départ, ils continuaient de visiter le site. Et lorsque des étrangers l'ont découverte dans les années 70, les chefs des natifs ont discrètement révélé qu'ils en avaient toujours sur l'emplacement, mais l'avaient gardé caché pour éviter les pillards. Alors, une partie a été ouverte aux visiteurs, mais seuls les voyageurs les plus aventureux peuvent l'atteindre. Pour y arriver, il faut parcourir pas moins de 43 km et demi à travers un terrain difficile et une jungle très humide. Et c'est un véritable défi. Mais pour ceux qui sont assez courageux pour faire le voyage, la récompense est un aperçu incroyable du passé et de l'héritage d'une civilisation qui a prospéré bien avant que les Espagnols ne mettent les pieds dans les Amériques. La basilique citerne d'Istanbul. Sous les rues très animées d'Istanbul, un monde caché vous attend, un monde de colonnes antiques et de créatures mythiques. Bienvenue dans la citerne basilique, une merveille souterraine qui captive les visiteurs depuis des siècles.
La citerne basilique, ou Yerebatan Sarneceu, qui se traduit par le palais englouti, est vraiment magique. Imaginez que vous entrez dans une vaste chambre souterraine remplie de colonnes très imposantes, de reflets tamisés sur l'eau et des statues géantes de méduses. Et ne la regardez pas dans les yeux. L'histoire de cet endroit commence avec l'empereur Constantin, qui a conçu cette incroyable citerne pour alimenter en eau le grand palais de la ville. Plus tard, au VIe siècle, l'empereur Justinien l'a agrandi, créant l'énorme structure souterraine que nous voyons aujourd'hui, avec pas moins de 336 colonnes réparties sur une zone de la taille d'environ 2 terrains de football. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été surnommée le palais englouti. Mais pourquoi l'appelle-t-on la citerne basilique? Il s'avère qu'elle a été construite sous une place publique appelée la Stoa Basilica. Alors, je suppose que le mystère est résolu. Le nom est resté au fil des siècles, même si l'histoire exacte a sombré dans la légende. Et en marchant à travers la citerne, une colonne se distingue, la colonne qui pleure. Elle est ornée de motifs qui ressemblent à des yeux de Pan. On raconte qu'elle serait un hommage aux milliers d'esclaves, environ 7000, qui ont construit ce chef-d'œuvre architectural. C'est un rappel obsédant du travail derrière la beauté. Mais le véritable clou du spectacle, ce sont les 2 têtes de méduses, nichées dans un coin de la citerne. L'une est couchée sur le côté et l'autre est retournée, soutenant 2 colonnes. Mais pourquoi sont-elles positionnées de la sorte? Certains pensent que les bâtisseurs byzantins, voyant ces sculptures de l'époque romaine comme des rébus, les ont utilisées à des fins pratiques. D'autres pensent que les premiers chrétiens les auraient délibérément retournées pour neutraliser le pouvoir pétrifiant de Méduse. Après tout, qui veut risquer de se transformer en pierre en vérifiant le niveau de l'eau? L'atmosphère de la citerne a enchanté de nombreuses personnes au fil des ans. Mark Twain, par exemple, l'a décrite comme une forêt de colonnes de granit hautes et minces, rayonnant comme un mystérieux labyrinthe. Et puis, il y a James Bond, 007 lui-même. Dans le film de 1963, Bon baiser de Russie, Bond glisse à travers les couloirs aquatiques de la citerne, bien qu'il soit trop occupé à pourchasser des espions pour apprécier l'architecture époustouflante. Un véritable classique de Bond. Le théâtre rupestre de Petra. Qui n'aime pas aller au théâtre? Personne. À travers l'histoire, les gens ont toujours voulu être divertis. Ils veulent être distraits de tous les aspects banals de la vie quotidienne. Au lieu de se soucier de leurs problèmes, ils veulent rire ou pleurer devant une histoire qui peut ou non être basée sur la vérité. Et les choses n'étaient pas très différentes pour les gens de Petra. Le théâtre de Petra n'est pas un théâtre ancien ordinaire. C'est une véritable merveille à couper le souffle, taillée directement dans la roche solide au cœur de la célèbre ville nabatéenne, comme tout le reste de la cité d'ailleurs. Imaginez un théâtre de style romain, mais au lieu de briques et de mortier, les Nabatéens se sont servis de ciseaux et de burins pour sculpter un véritable chef-d'œuvre dans les falaises qui pouvait accueillir environ 8500 personnes. C'est plus que la population de nombreuses petites villes modernes. Construit sous le règne d'Arétas IV, entre 9 avant Jésus-Christ et 40 de notre ère, le théâtre n'était pas seulement un lieu de drame et de musique, c'était aussi une déclaration. Le royaume nabatéen, un puissant centre commercial, était à son apogée culturel et politique, et les projets à très grande échelle comme celui-ci montraient qu'ils ne plaisantaient pas. Inspirés en partie par les Romains, les Nabatéens ont réalisé leur théâtre à leur manière unique. Ils ont même ajouté leur touche artistique au sommet des colonnes, ce qui peut être vu sur le site. Mais le rideau s'est fermé pour le théâtre, pour ainsi dire, en 106 de notre ère, lorsque les Romains ont décidé que Petra était trop fabuleuse pour être laissée tranquille. Ils ont pris le contrôle de la ville et ont finalement donné au théâtre une cure de jouvence, agrandissant le sol de l'orchestre et doublant la capacité d'accueil. Ainsi, au lieu d'accueillir un maigre total de 8500 personnes, cet endroit pouvait maintenant divertir près de 17 000 personnes. Pouvez-vous imaginer le genre de spectacle qui s'y déroulait après ces améliorations? Des combats de gladiateurs, des discours politiques, des concerts épiques. Si vous imaginez un pogo de toge, vous n'êtes probablement pas très loin de la réalité. Mais un détail en particulier très fascinant du théâtre de Petra est son emplacement. Il a été stratégique, positionné pour offrir au public une vue panoramique sur les tombes rupestres de Petra. Même dans la mort, les Nabatéens savaient comment afficher leur richesse et leur pouvoir. Ce théâtre était aussi très avancé. C'était l'équivalent de la sphère de Vegas de son époque. Son acoustique supérieure et sa disposition complexe rivalisaient même avec les théâtres romains les plus célèbres. Et le fait qu'une grande partie ait été sculptée dans une seule paroi rocheuse, c'est de l'ingénierie d'un niveau tout bonnement supérieur. La cité perdue.
Une grave sécheresse en Irak a récemment révélé les ruines d'une ancienne cité datant de 3400 ans. Cette ville a été construite sur les rives du Tigre et de l'Euphrate par l'Empire Mitanni qui a dominé des parties de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie actuelle de 1550 à 1350 avant notre ère. Avant la baisse du niveau des eaux, l'archéologue kurde Hassan Qasim avait eu l'intuition que la ville serait révélée en raison de la chaleur extrême. Les parties de la ville antique avaient émergé plus tôt, en 2018, mais ont disparu de nouveau très vite sous les eaux. Mais cette fois-ci, Hassan a organisé un groupe d'archéologues pour fouiller les ruines dès qu'elles ont été révélées. Ils ont pu travailler pendant 6 semaines à raison de 10 heures par jour pour apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur l'endroit. Hassan et son équipe pensent que la ville s'appelait Zakikou, comme le mentionnent les textes anciens. Le site s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares et était à l'origine entouré d'immenses murs fortifiés. Les chercheurs ont découvert un complexe industriel à l'angle de la ville et qui servait très probablement à forger des objets du quotidien en bronze. Ils ont également découvert un bâtiment de stockage qui servait probablement à stocker les céréales. Mais au cours de la dernière semaine de fouilles, l'équipe a fait la découverte la plus impressionnante. Enfouis sous la surface sèche du lac, ils ont mis au jour des récipients contenant plus de 100 tablettes d'argile. Ces tablettes sont couvertes d'écritures cunéiformes, la forme d'écriture la plus ancienne du monde, et remontent à peu près à l'époque où la ville a été détruite par un tremblement de terre en 1350 avant notre ère. Et suite à la destruction de Zakikou par cette catastrophe naturelle, l'Empire Mitanni fut très rapidement vaincu par les Assyriens. Le dolmen de Guadalperal. En 1963, la construction d'un barrage et d'un réservoir ont entraîné la submersion d'un site archéologique plus qu'important en Espagne, à savoir le très fascinant et très mystérieux dolmen de Guadalperal. Ce monument mégalithique est resté caché pour la première fois depuis 7000 ans lorsqu'il a été entièrement submergé par l'inondation causée par le projet de construction. Le dolmen se trouvait près de la ville de Cáceres, bien avant l'avènement des civilisations humaines. Le consensus général est qu'ils ont été construits par des nomades de l'âge de pierre, bien que certains spécialistes critiquent ces théories en raison de la complexité et de la lourdeur d'une telle entreprise pour de simples nomades. Il ressemble au Stonehenge anglais, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Stonehenge espagnol. Alors là, c'est un surnom très créatif. Mais oui, c'est clair. La véritable fonction du dolmen reste un véritable mystère, ce qui laisse les chercheurs dans l'expectative. Il aurait pu servir de site astronomique ou faire partie d'un calendrier solaire. Composé d'environ 140 blocs de pierre disposés en cercle, on suppose qu'il s'agissait à l'origine d'une tombe, comme c'est souvent le cas pour les dolmens. Ou bien c'est la réponse la plus facile pour des archéologues paresseux. Cependant, il pourrait avoir une double fonction en tant que temple solaire, mêlant signification religieuse et économique, étant donné sa position centrale autant que carrefour commercial pour les communautés de l'âge de pierre. En gros, les différentes tribus nomades se seraient réunies autour du dolmen pour faire du troc. Malheureusement, les scientifiques ont eu du mal à l'étudier au cours des 6 dernières décennies en raison de son immersion. Mais par un fascinant retournement de situation, une grande sécheresse en Espagne a dévoilé le Stonehenge espagnol, l'exposant dans son intégralité pour la toute première fois depuis près de 60 ans. Ángel Castano, un habitant de la région, a entendu parler des dolmens toute sa vie et a même vu la pointe des plus hauts mégalithes au cours de certains étés chauds. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a enfin pu admirer le monument dans toute sa splendeur lorsque l'eau s'est retirée. Et la véritable fonction du dolmen de Guadalperal reste un sujet d'intrigue. S'agissait-il uniquement d'un tombeau ou d'un ancien observatoire? Si vous avez des théories, j'aimerais bien les savoir. Cette découverte faite en dessous de Stonehenge révèle sa fonction la plus troublante et la plus terrifiante. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.